Alors bonjour, bienvenue à LVA TV. Nous sommes encore aujourd'hui en compagnie de Guy Debailleul, professeur associé à l'Université Laval, vice-président de l'Institut Jean Garon. Et nous aimerions aborder dans cette capsule, en fait, justement l'Institut Jean Garon. L'Institut Jean Garon qui a été créé le 9 novembre 2016, quasiment 2 ans après la mort de M. Garon, avec l'appui de M. Jean Pronovost, du rapport Pronovost, de son attaché de presse Simon Bégin et de toute la famille Garon. Au fil du temps, les choses ont évolué. L'Institut a pris son envol un peu plus large, est allé chercher d'autres personnes dans son conseil d'administration, et M. Debailleul a été nommé vice-président de l'Institut. Et on sait que cette année, le MAPAC a donné un mandat en fait, à l'Institut, puisque c'était le 40e anniversaire de la loi de la protection du territoire agricole en novembre dernier, sur l'année 2019, de réaliser en fait une sorte d'événement 40e. On aimerait ça que vous nous parliez un peu de cette opération 40e et aussi de nous dire si on vous donne le mandat de réfléchir sur le 40 ans de la LPTAQ, c'est-à-dire qu'il y a des changements envisagés à cette loi. Effectivement, beaucoup de gens conviennent que cette loi de protection du territoire agricole, ça a été un des piliers de la politique agricole mise en place à partir de 1978, avec d'autres piliers comme les mesures de soutien du revenu, etc. Et que si ça apparaissait nécessaire, et même d'autres gouvernements avaient essayé d'approcher, de tenter des mesures de protection, et ça n'avait pas abouti, c'est que finalement on dispose à l'échelle du Québec d'un territoire agricole relativement limité, si on peut dire, simplement pour les terres cultivables, c'est 2 millions d'hectares. J'ai l'habitude de dire que 2 millions d'hectares à l'échelle de l'Amérique du Nord, c'est juste un grand jardin et que c'est important d'en prendre soin de cette façon. L'adoption de cette loi n'a pas été sans mal parce qu'il y avait beaucoup d'opposition à la fois à l'intérieur même du milieu agricole, puisque si collectivement le milieu se sentait la nécessité de le protéger, les agriculteurs trouvaient, eux, éventuellement, qu'ils perdraient au champ s'il n'y avait plus l'opportunité de vendre leurs terres à qui ils voulaient. Et puis il y avait surtout aussi le milieu municipal aussi, qui était relativement hostile à l'idée de devoir se serrer en quelque sorte à l'intérieur d'un territoire plus restreint. Mais on a vu encore dans les dernières années des tiraillements justement entre les municipalités, les producteurs et même certains producteurs entre eux, les petits producteurs qui disent, certains comme Dominique Lamontagne, qui dit devoir produire en zone blanche parce qu'il n'a pas accès à la zone verte. Toutes ces réalités-là, elles sont liées à la loi en fait. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire qu'il y a eu une particularité peut-être au Québec par rapport à d'autres politiques de protection des terres agricoles ailleurs, en Amérique du Nord ou au Canada, c'est que le choix a été fait d'emblée de protéger tout le territoire agricole, alors que par exemple en Colombie-Britannique, on a plutôt adopté des décrets de protection dans les zones qui étaient les plus exposées à la spéculation foncière. Et or, le problème du foncier n'est pas de même nature selon que vous êtes en banlieue de Montréal ou que vous êtes au Lac-Saint-Jean ou dans d'autres régions plus Le fait d'avoir fait une loi uniformisée à tout le Québec. Oui, elle avait un avantage, c'était la simplicité. Oui, elle avait aussi, elle limite l'évolution en fait. Elle limite l'évolution, puis elle limite éventuellement la reconnaissance de la pluralité des situations. Si c'est important effectivement d'avoir un zonage le plus solide possible dans les régions les plus proches des grandes zones urbaines, il faut aussi constater que la philosophie de cette loi a plutôt été influencée par le mode d'agriculture qui se développait dans les régions centrales du Québec. Je dirais Saint-Hyacinthe ou la vallée du Saint-Laurent. Il n'y a pas eu d'adaptation en fonction des régions. Quand on pense par exemple à la superficie minimale qui pouvait faire l'objet de transactions ou d'installations. On a plutôt adopté des superficies relativement importantes, jusqu'à 100 hectares, alors que on a constaté par la suite que beaucoup de jeunes, notamment, avaient envie de s'installer sur des parcelles plus petites,
Donc il fallait accepter d'envisager un cloisonnement plus poussé, mais il y avait une crainte de la part des législateurs, c'est que si on acceptait un certain cloisonnement, ça favorisait en fait l'éclatement du territoire en petites parcelles et finalement l'installation de gens qui n'auraient de rapport avec l'agriculture que des apparences. Et en même temps, dans des régions plus éloignées de la confrontation ville-terrain agricole, on s'apercevait que cette loi avait une interprétation de l'activité agricole, elle aussi, assez restreinte. Or, ça voulait dire que ça pouvait constituer des obstacles à des combinaisons d'activités sur le territoire agricole qui tenaient compte, par exemple, du développement du tourisme ou d'autres activités, l'accueil à la ferme, tout ça. Et ça a été effectivement largement souligné au cours des dernières années. Mais cet aspect-là de l'uniformité de la loi, M. Pronovo l'avait abordé aussi dans le cadre de la commission, dans le cadre du rapport. Tout à fait. Alors, il y a eu quelques ajustements qui ont été apportés, mais on pourrait estimer qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce domaine-là. C'est ce qu'on se propose d'ailleurs d'analyser dans les activités. Le 40e CPTAQ, au-delà, bon, c'est pas juste une fête autour de la loi. D'ailleurs, elle a été en partie réalisée, je pense, par l'UPA il y a quelques mois, cette fête-là autour de la loi. Je pense que le mandat de l'Institut, ce que j'en comprends, c'est que c'est plus une réflexion, une rencontre avec des gens sur le terrain, des producteurs et des experts qui vont pouvoir analyser le bilan finalement des 40 ans de la loi et faire des recommandations peut-être sur un aménagement. Oui, et ça à la lumière d'un certain nombre d'enjeux qui n'étaient pas tous présents à la fin des années 70, mais qui sont apparus de plus en plus importants depuis. C'est par exemple la question de la concentration des terres dans un nombre d'exploitations de plus en plus restreint, parce qu'il y a un rapport avec le territoire agricole. C'est la question de l'augmentation rapide du prix de ces terres agricoles. C'est le constat aussi que une bonne partie de ce territoire agricole protégé n'est pas mis en valeur. Donc on a à juste titre estimé qu'il fallait protéger le territoire agricole, mais on le protège pour le mettre en valeur. Pourquoi se fait-il qu'autant de terres ne soient pas utilisées à des fins agricoles actuellement? C'est l'enjeu aussi, ou les enjeux qui pourraient être associés aux nouvelles préoccupations des consommateurs, à savoir se procurer localement un certain nombre de produits, donc la proximité entre les villes et des territoires de production. Si on veut répondre à la nouvelle demande des consommateurs, il va falloir adapter en fait la loi pour y répondre. Et il y a aussi un enjeu, un dernier enjeu, enfin on va en passer en revue un certain nombre, mais celui des changements climatiques. On sait que le Québec va être peut-être une des rares régions, enfin on a des raisons de penser, disons, à la lumière des derniers scénarios climatiques, que le Québec serait peut-être parmi les régions dont l'agriculture ne serait pas la plus pénalisée, j'allais dire, par ces changements, quand on compare avec ce qui risque de se produire dans d'autres régions des États-Unis, et qu'au contraire, on aurait des conditions de croissance, de pluviométrie relativement favorables, et qui permettraient une évolution des systèmes de production et des cultures assez importante, notamment au sud du Saint-Laurent, parce qu'on estime que, par exemple, dans cette région, on aurait un climat qui serait assez proche de l'actuel climat du sud de l'Ontario. Ça veut dire que, d'emblée, des productions comme celles d'arbres fruitiers, de vignes, etc., deviennent envisageables. Dans des régions plus septentrionales, ça veut dire que la production de fourrage peut augmenter significativement, etc. Et ça, c'est dans un horizon relativement court, c'est-à-dire d'ici 20 ans. Et tous ces événements-là devront un jour se traduire dans les règles qu'on applique. Tout à fait. Et ce territoire, justement, est-ce qu'il va être en mesure de répondre à toutes les questions posées par ces nouveaux enjeux? C'est un peu ce qu'on voudrait analyser au cours de toutes les activités d'ici l'automne. Donc là, dans le courant des prochaines semaines, prochains mois, il y a, je pense, une page Facebook 40 ans, CPTAQ, Besoin d'amour pour la loi, qui a été créée. Il y a le site de l'Institut Jean Garon et différents événements donc, qui vont survenir dans les prochaines semaines et prochains mois.
Dernière question avant que vous nous quittiez. En fait, on ne peut pas vous avoir ici sans évidemment vous parler de l'affaire en agriculture depuis le mois de janvier, qui est l'affaire Louis Robert. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe avec... Bon, on sait maintenant en plus qu'il se présente à l'ordre des agronomes. On aimerait comprendre la lecture que vous en faites en tant que professeur, chercheur à l'Université Laval, comme vice-président de l'Institut Jean Garon aussi. On comprend qu'on présente Louis Robert comme ayant des solutions fort intéressantes sur la gestion des sols, mais on voit aussi une polarisation terrible entre Louis Robert et les compagnies, ou même le président actuel, M. Duval, qui s'en est pris largement à M. Robert. Est-ce qu'il y a un clivage terrible parmi les agronomes, ou est-ce qu'il y a deux types d'agronomes où on peut vivre avec tout ce monde-là? Écoutez, bon, d'une part, je ne connais pas personnellement M. Robert. D'autre part, je ne suis pas membre de l'Ordre des agronomes, donc c'est plutôt un regard extérieur que je serais tenté de porter. Je pense que ce qui a tourné autour de... Il y a eu, depuis le mois de janvier, mais ça couvait depuis un certain temps, deux événements plus particuliers. Effectivement, le licenciement de M. Robert à la suite des informations qui ont circulé sur la façon dont un certain nombre de lobbies intervenaient dans les orientations de certains centres de recherche appliqués en agriculture ou dans les mécanismes de diffusion. Ça, c'était une chose. Et d'autre part, l'annonce d'un rapport qui établissait que beaucoup d'agronomes employés par des compagnies voyaient leur rémunération modulée en fonction des résultats qu'ils obtenaient en matière de vente. Et que ça a troublé aussi l'opinion. Et ça mettait effectivement le statut de l'agronome au centre du débat. Mais il faut quand même être conscient que tout ça, c'est peut-être aussi en partie des conséquences de choix politiques qui ont été faits depuis les années 90, là encore, de désengager progressivement le ministère de l'Agriculture du soutien, du conseil direct aux producteurs, ce qui était la norme encore dans les années 80. Quand on pensait à un agronome, on pensait d'abord à quelqu'un employé par le ministère de l'Agriculture, installé dans telle ou telle région pour fournir ses conseils aux agriculteurs. Mais pour ça, il faudrait qu'il y ait des bureaux du MAPAC dans toutes les régions, avec du personnel dedans. Bon. Alors, il y avait des justifications possibles à ce désengagement qui consistait à dire, finalement, ce sont les agriculteurs les principaux bénéficiaires de cette aide, alors il faudrait qu'ils participent davantage, etc. Et jusqu'à ce qu'on se rende compte aussi que les choix des pratiques agricoles avaient aussi des conséquences environnementales. Et donc, finalement, le conseil en agriculture, c'était aussi un conseil qui avait des implications sur l'état de notre environnement. Mais ça, on s'en est rendu compte un peu tardivement. Mais d'un autre côté, avec le type de production que l'on fait au Québec, est-ce que la méthode Louis Robert, je dirais, une certaine purification des sols, est réaliste? Quand on entend Christiane Lambert l'autre jour, président de la FNSEA en France, qui nous dit que finalement, elle a tout fait pour qu'on ne limite pas l'utilisation du glyphosate en France. Il y a deux courants là-dedans. En fait, il y a les gens qui disent on veut tout arrêter le glyphosate parce que c'est un mot qui fait peur, en fait, aujourd'hui. C'est un mot qui est rattaché quasiment à cancer pour tout le monde. Mais en même temps, on nous explique que le glyphosate est mieux utilisé qu'avant, qu'on le dilue de meilleure façon. Il y a deux théories là-dedans. Est-ce que je pense effectivement qu'il y a un usage, plus sophistiqué qui est fait d'un certain nombre de pesticides. On parle du glyphosate, mais c'est vrai aussi pour d'autres pesticides. Il n'empêche que l'utilisation a augmenté quand même, c'est lié à l'augmentation de la production. On est alors, là encore, je ne suis pas un spécialiste des sols, mais on est dans des situations aussi quelquefois paradoxales où, quand pour vouloir améliorer un aspect environnemental, on est amené à provoquer peut-être des dégradations dans un autre sens. Je pense que, par exemple, on a beaucoup encouragé la culture sans labour. Et parce qu'on estimait qu'effectivement, c'était une pratique qui contribuait à l'amélioration de la structure des sols. Et on avait des préoccupations très importantes au Québec en matière tassement, de dégradation des sols. Mais
culture sans labour, en fait, ça s'est révélé très rapidement synonyme d'une utilisation plus importante du glyphosate pour traiter les mauvaises herbes. Alors, on était dans un paradoxe comme ça. Je pense qu'il faut aussi signaler au passage que quand on dit les compagnies ont tendance à accorder des bonus à certains des agronomes qui fournissent à la fois du conseil mais qui vendent des produits, parmi ces compagnies, il y a des grandes coopératives du Québec. Donc on serait en quelque sorte dans un paradoxe dans lequel des compagnies qui appartiennent aux agriculteurs interviendraient dans la façon de vendre les produits aux agriculteurs. Souvent, quand les médias parlent de ces vendeurs, on voit tout de suite les grosses compagnies multinationales. Au Québec, en fait, il y a beaucoup d'intrants qui viennent des coopératives québécoises. Absolument. Puis il y a un autre point aussi qu'il faut peut-être faire intervenir dans le débat, c'est que les agriculteurs ne sont pas des exécutants purs et simples de prescriptions qui leur seraient données. Ils ont une latitude, ils sont des décideurs en dernier ressort et ils sont formés pour la plupart aussi. Et ils sont de plus en plus formés. Donc il y a ici une marge de choix. Et tout ça, ça intervient dans le processus. On s'aperçoit qu'effectivement, ce n'est pas simplement la question de savoir s'il faut séparer strictement le service conseil et la vente, mais aussi d'augmenter la perception de tous les acteurs de la chaîne, de l'ensemble des répercussions que tout choix de production ou méthode de production entraîne. Il y a un exemple que j'aime bien rappeler. C'est une étude qui avait été faite en Suède, ça remonte au moins à 30 ans. Et on s'était rendu compte qu'en matière de fertilisation du blé, lorsque les chercheurs établissaient que la bonne dose d'application pour une croissance optimale de la culture était de 100 unités par hectare, par exemple, les agronomes en Suède avaient tendance à recommander 140 et les agriculteurs à appliquer 180. Okay. Donc, et pourquoi? C'est pas une question d'inconscience, c'est que d'une part, il y avait une appréciation différente entre les chercheurs, les agronomes et les agriculteurs du degré de risque à sous-fertiliser. Il y avait aussi le fait que l'azote, c'est un fertilisant de très bon marché. Donc, les gains, les pertes sont limitées et les gains pourraient être élevés. Alors, donc, c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, il y a toute une série de processus de décision en chaîne. Ce n'est pas toujours le vendeur qui pousse à la consommation du pesticide. Finalement. Ça peut parfois être le producteur qui aille plus loin que le conseil. Tout à fait. On en a un exemple, toujours avec le glyphosate, avec la façon dont certains producteurs dans l'Ouest canadien ont eu tendance à utiliser le glyphosate en fin de croissance des cultures pour éliminer. Et ça n'a pas été le produit de recommandation des agronomes, ni même du fabricant au départ. Est-ce que finalement, cette affaire Louis Robert, donc ce clivage, un peu comme d'autres sujets de société au Québec, où on voit un clivage tout d'un coup entre le gentil Louis Robert puis les méchants autres agronomes, est-ce que ce n'est pas néfaste finalement pour le bien de l'agriculture? Parce qu'au final, lors des agronomes, ils vont faire une élection au mois de mai, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui préside et il va falloir quelqu'un qui ait une relation avec la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, avec le MAPAC, avec tout le monde. Oui, je pense qu'on a peut-être une tendance collectivement, ou dans certains milieux médiatiques, à rendre les choses assez manichéennes. Il y a forcément un bon et un méchant qui sont forcément distincts et que les choses sont probablement un peu plus compliquées. Mais si le fait que M. Robert se porte à la présidence de l'Ordre des agriculteurs, soit candidat, et s'il y a d'autres candidats, il y aura un débat. Il y aura un débat, il y aura au moins une élection. Et sans que, il faudrait qu'il soit le plus serein possible. Il ne faudrait pas qu'un certain nombre d'agronomes se voient un peu
attaqués systématiquement parce qu'ils travaillent dans une entreprise qui vend des produits qui sont nécessaires à l'agriculture. Oui, il ne faudrait pas que ça se polarise de cette façon-là. Parce que l'éthique existe aussi dans le monde privé. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur de Bailleul. Je vous remercie.